Oral questions, questions orales. The honourable. Le député de Regina-Capelle. Le premier ministre rejette le fait que les Canadiens vivent des difficultés. Il a dit que l'abordabilité est à son mieux depuis une décennie. Voyons les faits. Le prix des appartements a doublé et en fait, depuis 10 ans, les prix de logement augmentent plus vite que l'inflation. Nous avons la pire situation de tous les pays du G7. Va-t-il continuer à dire aux Canadiens qu'ils imaginent toutes ces difficultés? L'honorable ministre, Monsieur le Président, peu importe les circonstances, nous serons là pour les Canadiens. Je m'adresse à tous les Canadiens partout au pays. Il y a 100 000 nouveaux emplois à la Banque d'emploi. Je vous invite à postuler. Eux votent contre toutes les mesures. Ils votent contre les parents, contre les enfants et ainsi de suite. Le député de Regina-Capelle. Nous sommes favorables aux allègements fiscaux. Les libéraux ne croient pas que la situation va mal car leurs amis vont bien. Les consultants se portent bien. Depuis 2015, les visites dans les banques alimentaires ont augmenté de 77 %. Les prix à l'épicerie ont augmenté de 42 % depuis 2015. On apprend maintenant que l'inflation alimentaire est la plus élevée du G7. Si le premier ministre ne croit toujours pas que les prix sont en hausse à l'épicerie, peut-être qu'il peut consulter le type qui achète les fraises pour lui. L'honorable ministre, encore une fois, cette approche anti-intellectuelle n'est pas convaincante pour les Canadiens. Le député de Regina-Capelle est un ancien chef conservateur et il dit qu'il a déjà travaillé comme agent d'assurance. Il s'est aussi servi des fonds du parti pour payer les frais de scolarité de ses enfants ou quelque chose du genre. Nous réduisons les impôts, nous réduisons le prix de l'essence et nous aidons les Canadiens. Le député d'Edmonton Gateway. Monsieur le Président, on ne peut pas résoudre un problème si l'on nie son existence. Le premier ministre a déclaré aux Canadiens que le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi bon depuis plus d'une décennie. Hier, il a nié les difficultés que les Canadiens ressentent à la pompe, dans leur portefeuille et à l'épicerie. Mais la moitié des Canadiens vivent au jour le jour. Les prix augmentent et en obtiennent moins. Quand le premier ministre va-t-il cesser de nier la réalité et apporter une aide véritable aux Canadiens? Le leader en chambre, Monsieur le Président, en effet, les événements mondiaux ont fait augmenter les prix. Le gouvernement a été là avec une réduction des taxes sur l'essence. Le mois de versement de la prestation sur l'épicerie et les produits essentiels. De plus, 22 millions de Canadiens ont obtenu une réduction d'impôts de la part du gouvernement. C'est la première chose que nous avons faite. Nous sommes là pour les Canadiens en matière d'abordabilité. Le député de Edmonton Gateway. Monsieur le Président, les libéraux veulent que vous croyiez que tout va bien, mais les Canadiens sont en difficulté avec l'augmentation des coûts de la vie. L'augmentation augmente, l'inflation augmente et les familles doivent réduire leur consommation et parfois avoir recours aux banques alimentaires. Nous avons un plan pour réduire les prix à l'épicerie et pour suspendre toutes les taxes sur l'essence jusqu'à la fin de l'année. Quand vont-ils offrir de vrais résultats? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, eh bien, ce parti se compte sur autre chose, mais nous, on se concentre sur l'abordabilité pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous venons de lancer la prestation pour l'épicerie et les produits essentiels qui pourra verser jusqu'à 1 400 $ aux familles. Nous avons suspendu la taxe d'accise sur l'essence. Ajouter à cela une réduction de la taxe carbone, on parle de 28 cents le litre d'épargne pour les Canadiens.
Eux peuvent continuer avec les balados, diffusions et la rhétorique. Nous rendons la vie plus abordable pour les Canadiens. Député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le mois dernier, le 25 mars, pour être précis, le premier ministre a dit que le coût de la vie est à son meilleur au Canada depuis plus d'une décennie. Pourtant, le prix du panier d'épicerie continue d'augmenter, les loyers coûtent plus cher, le prix de l'essence est rendu à 2 piastres le litre dans presque toutes les régions du Québec et depuis 5 ans, le prix des maisons a augmenté de 67 % au Québec. Les jeunes Québécois ne sont même plus capables de penser de s'acheter une nouvelle maison. Est-ce que le premier ministre et les membres de son gouvernement pensent vraiment que le coût de la vie est à son meilleur actuellement? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et tout à fait, on en est extrêmement conscient, au point tel, Monsieur le Président, que ce gouvernement, en un an, a adopté une panoplie de mesures pour venir en aide aux ménages canadiens qui font face à un défi avec le coût de la vie. On peut penser à l'allocation canadienne pour l'épicerie. C'est jusqu'à 1 800 $ par famille, Monsieur le Président. On peut penser à la réduction sur la taxe assise de l'essence, Monsieur le Président, qui vient baisser de 10 sous le litre, la baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens. Mais ça, c'est des mesures ponctuelles, Monsieur le Président, des soutiens immédiats. Mais on ne s'arrête pas là. On y va avec des programmes structurants comme l'allocation canadienne pour enfants, le régime canadien de soins dentaires, et j'en passe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, la question fondamentale, c'est de savoir tous les pansements que le gouvernement met partout pour essayer de régler le problème. C'est de savoir si vraiment le premier ministre croit ce qu'il a dit le 25 mars dernier, quand il a affirmé que le coût de la vie est à son meilleur depuis 10 ans. Est-ce que le premier ministre ou quelqu'un de son gouvernement croit vraiment ça? Puis je ne veux pas entendre parler des plasteurs qu'on met partout. Je veux savoir s'il croit vraiment ce qu'il dit. L'honorable ministre. Monsieur le Président, je veux juste noter à quel point c'est ahurissant d'entendre le député de Charlebourg parler de plasteurs puis de pansements quand on pense que l'allocation canadienne pour enfants envoie 82 millions de dollars par année à 13 000 familles dans son comté, quand on pense que le régime canadien de soins dentaires aide 25 142 citoyens de sa circonscription à aller voir un dentiste. Ça, c'est peut-être des pansements pour le Parti conservateur qui est complètement déconnecté de la réalité des Canadiens, mais c'est certainement pas des pansements de ce côté-ci. C'est une aide structurante dont les Canadiens ont besoin. Merci beaucoup. L'honorable député de Saint-Jean. C'est le jour de la Terre aujourd'hui, mais visiblement, ça ne l'est pas tant que ça dans le Parlement, parce qu'hier, des sources confirmaient que le gouvernement progresse dans sa lubie de nouveaux pipelines de pétrole des sables bitumineux. Il tente le terrain pour un oléoduc permettant de transporter 1 million de barils de pétrole sale de plus chaque jour de l'Alberta à Vancouver. 1 million de barils de plus chaque jour, pendant que le sud du Québec se bat à cause d'inondations rendues quasi annuelles à cause des changements climatiques. Est-ce qu'il ne serait pas le temps que les libéraux reviennent sur Terre? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Monsieur le Président, la Journée de la Terre, ça fait 55 ans qu'on la souligne, 56 ans. C'est une journée importante qui est importante pour nous. Tous les Canadiens aiment la nature. Tous les Canadiens reconnaissent à quel point la Terre est importante. C'est notre petit vaisseau spatial pour aller jusqu'au loin. On a lancé une stratégie pour la nature. C'est une stratégie puissante qui va nous permettre de conserver 30 % de nos terres et de nos eaux jusqu'à 2030. On travaille en plein d'autres moyens. On va y arriver, monsieur, et c'est comme ça qu'on va bâtir un Canada fort. L'honorable député de Saint-Jean. Le jour de la Terre, il ne faut pas juste le souligner. Le jour de la Terre, maintenant, à cause des libéraux, ça doit être rendu un jour de résistance. Parce qu'hier, on apprenait que les libéraux progressent dans leur nouveau pipeline de pétrole sale dans l'Ouest. Puis c'est pas tout. Jeudi dernier, on apprenait que le Canada avait frappé un mur en 2024 dans ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et ça, c'est à cause des pétrolières. Et 2024, c'est le bilan du député de Laurier-Sainte-Marie avant qu'il quitte comme ministre et que son chef scrape son plan climatique. Imaginez les prochaines années. S'il y a encore des libéraux pro-environnement, qu'est-ce qu'ils attendent pour dénoncer ça? Bravo! L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, on travaille sur plusieurs plans, puis on est dans un contexte mondial particulièrement différent et on est profondément conscient que partout à travers le monde,
tous les enjeux environnementaux ont des vents de front. C'est pour ça qu'on essaye d'adopter de nouvelles stratégies pour pouvoir y arriver. La stratégie à nature en est une importante, la stratégie sur les véhicules en est une autre. On continue de travailler encore aujourd'hui avec des jeunes. On était sur la colline. On veut utiliser tous les jeunes, développer leur capacité de travail. C'est des jeunes pour l'environnement et on va bâtir le Canada avec ça, mais avec la nature. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, c'est le jour de la Terre et on a un message. À tout le monde qui croit encore au changement climatique, faut pas se laisser abattre, faut se battre. On n'est pas obligé d'accepter un nouveau pipeline dans l'Ouest. On n'est pas obligé d'accepter que le Canada abandonne la réduction des gaz à effet de serre. On n'est surtout pas obligé d'accepter que les libéraux donnent des milliards de notre argent aux pétrolières, dont 1 milliard juste pour Baie-du-Nord. Si ce gouvernement libéral veut anéantir la lutte climatique, est-ce qu'il réalise qu'on ne laissera pas faire? L'honorable secrétaire d'État. Il faut être capable de travailler sur plusieurs plans. Dans la stratégie nature, on va travailler à conserver la nature telle qu'elle est. C'est important. Notre gouvernement a fait des travaux remarquables à ce plan-là. On va continuer de travailler aussi avec les Autochtones. Ils sont là pour nous aider à assurer la souveraineté, mais aussi à faire l'intendance de la nature et on n'y arrivera pas à long terme sans eux. Mais on va aussi construire bien. Notre réflexion sur comment construire les grands projets doit inclure la conservation de la nature et on va le faire. C'est comme ça qu'on va bâtir notre pays. Merci, Monsieur le Président. La députée de Lakeland. L'inflation alimentaire au Canada est la plus élevée du G7 pour le 4e mois consécutif, mais le premier ministre affirme que l'accessibilité financière n'a pas été aussi bonne depuis plus d'une décennie. L'essence coûte plus cher et la plupart des Canadiens n'ont plus les moyens de se nourrir, de se chauffer, de se loger, de conduire et d'épargner. Les jeunes Canadiens perdent espoir, la classe moyenne a presque disparu, mais les riches, comme le premier ministre, sont encore plus riches. Comment le premier ministre peut-il ignorer les difficultés des Canadiens et leur faire la leçon sur la chance qu'ils ont? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous contrôlons ce que nous pouvons. Nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Nous pouvons veiller à ce que les jeunes aient un bon départ dans la vie avec le programme d'emploi d'été. Les Canadiens obtiennent de l'aide avec la suspension de la taxe d'accise sur l'essence. Nous investissons dans les programmes d'apprentis et les Canadiens obtiennent la location pour l'épicerie et les produits essentiels jusqu'à 1 400 $ par famille. Nous travaillons pour aujourd'hui et l'avenir. La députée de Lakeland. Les Canadiens devraient pouvoir se payer l'épicerie par eux-mêmes. Les gens doivent sauter des repas. Depuis 2015, le bœuf a augmenté de 69 %, le lait maternisé 84 % et les œufs 44 %. Le premier ministre n'a réduit qu'un tiers des taxes libérales sur les carburants pour un tiers de l'année. Mais il maintient sa taxe sur le carbone, ses normes sur les carburants et d'autres formalités administratives. Un an après son entrée en fonction, quand le premier ministre abandonnera-t-il les séances photos et les demi-mesures et réduira-t-il les taxes sur l'alimentation et les carburants afin que les Canadiens puissent s'épanouir et non pas seulement survivre? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, je rappelle aux Canadiens que nous avons rendu le programme d'alimentation scolaire permanent. 400 000 enfants reçoivent des repas nutritifs à l'école. Nous sommes là pour les Canadiens. Nous comprenons qu'ils ont besoin d'aide. C'est une mesure parmi d'autres, dont l'allocation canadienne aux enfants, les soins dentaires pour aider les Canadiens. Merci. La députée de Cloverdale, Langley City. J'ai pris un Uber ce samedi pour me rendre au défilé de Vaisakhi et j'ai discuté avec le chauffeur. Il m'a dit qu'il avait perdu son emploi à cause de l'IA et qu'il conduisait désormais juste pour essayer de joindre les deux bouts. Il m'a dit qu'après avoir payé tous les frais d'entretien de sa voiture, il ne gagnait presque rien. Il ne voit presque plus son petit garçon et pourtant, le premier ministre a déclaré aux Canadiens que l'accessibilité financière n'a jamais été aussi bonne depuis plus d'une décennie. Est-ce vraiment ce que le premier ministre considère comme une amélioration?
L'honorable ministre, Monsieur le Président, j'ai participé à cette parade aussi. C'était une belle occasion d'être dans la communauté. J'ai exploité une petite entreprise. Je sais quels sont les défis auxquels font face les PME et les entrepreneurs. Les épargnes sur l'essence et le diesel peuvent faire une différence pour ces chauffeurs. Ça remet de l'argent dans leur poche et c'est seulement l'une des mesures que nous prenons pour aider les Canadiens. La députée de Cloverdale-Langley City. Ce père m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec le premier ministre en matière d'abordabilité. En fait, il m'a dit que la situation est telle qu'il se demande s'il ne devrait pas quitter le pays. Maintenant, ça prend la moitié du revenu médian des ménages rien que pour devenir propriétaire au Canada. Combien d'autres Canadiens qui travaillent dur devront encore envisager de quitter ce pays avant que le premier ministre n'admette que ses politiques en matière de logement et d'accessibilité financière sont un échec? L'honorable ministre. Monsieur le Président, les Canadiens obtiennent de l'aide en matière d'abordabilité avec les mesures que nous prenons en ce moment. Ils obtiennent de l'aide avec le programme alimentaire scolaire. Nous apportons des changements pour soutenir les acheteurs d'une première maison. Nous avons présenté l'allocation pour l'épicerie et les produits essentiels et nous avons suspendu la taxe d'accise sur l'essence jusqu'à la fin du travail. Ces mesures aident les Canadiens. Ma question est de savoir pourquoi la députée ne soutient pas aussi ces mesures qui font une différence pour les Canadiens. Le député de Brandon Souris. Monsieur le Président, alors que les libéraux continuent de faire fi des préoccupations des Canadiens en matière d'abordabilité, la situation des familles s'aggrave. Les données démontrent qu'au Canada, nous continuons d'afficher l'inflation alimentaire la plus élevée du G7, un triste record que nous détenons depuis 4 mois d'affilée. Le bœuf coûte 69 % plus cher, le poulet 43 % comparativement à 2015. Les Canadiens qui travaillent, les jeunes familles et les aînés ressentent tous cette inflation à chaque fois qu'ils vont à l'épicerie. Quand ces libéraux vont-ils enfin prendre des mesures pour augmenter la production alimentaire nationale et faire baisser le coût des denrées alimentaires? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens ont besoin d'une aide réelle que nous offrons. La première allocation pour l'épicerie sera versée en juin. Cela représente jusqu'à 1 900 $ pour une famille de 4. Qu'il s'agisse de l'aide pour l'épicerie, de garderie, de soins dentaires, nous sommes là. Nous réduisons aussi le prix à la pompe de 28 cents le litre. Cela va aider les Canadiens ordinaires et nous allons continuer sur cette voie parce que nous voulons avoir un pays fort et nous allons y arriver avec l'aide des Canadiens. Le député de Brandon Souris. Monsieur le Président, le premier ministre continue de proposer des demi-mesures. Il dit que c'est la solution à la crise de l'accessibilité financière. Les Canadiens ont besoin de résultats. Ce qu'ils obtiennent, ce sont des discours recyclés, tandis que l'alimentation continue d'augmenter. Et le premier ministre prétend que la situation n'a jamais été aussi bonne. À Brandon, les banques alimentaires ne fournissent plus. Les libéraux vont-ils enfin reconnaître que si la région qui cultive la nourriture n'a pas les moyens de se la procurer, le reste du pays connaît une crise? Honorable ministre, merci, Monsieur le Président. Il est malheureux que le député ne soit pas en accord avec l'allocation pour enfants, le programme national alimentaire, l'allocation pour l'épicerie, une augmentation des transferts en santé, la sécurité de la vieillesse, l'élimination de la taxe carbone, des allègements fiscaux pour 22 millions de Canadiens, les déductions, les investissements dans la transformation nationale, une augmentation dans les programmes d'agriculture et la liste est longue. Le député de Saskatoon University. Le 25 mars, le premier ministre libéral a déclaré aux Canadiens que le pouvoir d'achat n'a pas été aussi bon depuis plus d'une décennie. Mais les prix alimentaires racontent une autre histoire. Les pommes ont augmenté de 48 %, les légumes frais 57 % et les pommes de terre ont augmenté de 60 % comparativement à 2015. Quand ce premier ministre cessera-t-il de faire les mêmes promesses? Abandonnera-t-il ses illusions et obtiendra-t-il des résultats au lieu de sermonner les Canadiens en leur expliquant pourquoi ils n'ont jamais aussi bien vécu?
Le secrétaire d'État. The Honourable Secretary. Le secrétaire d'État. Le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Pendant 10 longues années, ces députés conservateurs de la Saskatchewan ont dit aux gens de notre province que le Canada était dysfonctionnel. C'était constamment leur message. Et je pense aux milliards de dollars auxquels ils ont renoncé parce qu'ils n'ont pas bien représenté la Saskatchewan. Ils n'ont pas fait le travail, Monsieur le Président. Aujourd'hui, la Saskatchewan est de ce côté-ci de la Chambre. Nous allons aider à faire croître le Canada et nous ne faisons que commencer. L'honorable député de l'honorable, oui. La Saskatchewan, là, je sais que on se parle, la Saskatchewan se parle entre eux autres, là, mais l'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, le Premier ministre a fait connaître hier la composition de son nouveau comité consultatif en vue des négociations pour un nouvel accord de libre-échange avec les Américains. Des gens issus de presque tous les milieux économiques sont présents et c'est une bonne chose. Mais on ne peut s'empêcher de constater qu'il n'y a aucun représentant du secteur culturel du Québec. Or, notre culture est clairement dans la mire de Donald Trump, Monsieur le Président. Comment le gouvernement peut-il justifier que personne du secteur culturel québécois ait été invité à faire partie de ce comité consultatif? L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, peut-être 2 points à souligner pour notre collègue. Il sait fort bien que dans nos discussions avec les Américains, nous n'allons pas discuter, négocier l'exemption culturelle. Ce ne sera pas sur la table, ce n'est pas sur la table. Il sait fort bien qu'il n'y a pas de danger que ce genre de discussion se fait à la table de négociation avec les Américains. Et moi, je suis très fier des Québécois et d'autres Canadiens qui ont accepté bénévolement de servir sur notre comité aviseur. Il y a des gens du milieu culturel, il y a beaucoup de gens du Québec. J'ai bien hâte à travailler avec eux autres. Exactement. L'honorable député de Drummond. Les gens du milieu culturel, mais pas du Québec. Il y a plein de bon monde là-dessus, puis c'est pas des compétences qu'on met en question, c'est l'absence d'un représentant du secteur culturel du Québec. La culture québécoise est menacée par la mondialisation. Netflix, Amazon, Disney+, font peu d'espace à nos créateurs. Les revenus publicitaires sont plus là et notre télévision et notre cinéma en font des frais, comme le constatent les producteurs québécois. En plus, Donald Trump veut la peau de l'exception culturelle dans le prochain accord de libre-échange. Il s'en cache même pas. Le milieu de la culture comprend pas, puis nous autres non plus, on comprend pas. Y a-t-il quelqu'un dans ce gouvernement-là qui peut expliquer pourquoi le premier ministre n'a pas nommé quelqu'un pour défendre la culture québécoise à son comité? L'honorable ministre de l'Identité de la culture canadienne. Le député du Bloc sait très bien, Monsieur le Président, que le secteur de la culture n'est pas sur la table de négociation, mais j'espère qu'il n'est pas en train d'accuser Jean Charest de manquer de culture, ou bien, plus encore, que Magali Picard ne représente pas le milieu culturel, Monsieur le Président. Charrie, là. L'honorable député de Mégantic-L'Érable, Lotbinière. Monsieur le Président, le premier ministre libéral vit complètement déconnecté du monde réel. Il est grand temps qu'il redescende sur le plancher des vaches. Le 25 mars dernier, il a osé dire que la vie n'a jamais été aussi abordable depuis les 10 dernières années. Sérieusement? Moi, je fais mon épicerie chaque semaine. Je parle au monde à la caisse. Puis je peux vous dire une chose, il n'y a pas personne qui respire mieux en voyant la facture monter. Les familles coupent, comptent chaque dollar puis s'inquiètent du montant qu'ils vont voir apparaître. Pourquoi le premier ministre continue-t-il de faire la morale aux Canadiens en leur disant que tout va bien, alors que tout le monde sait que c'est faux? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le député en face sait fort bien, puisqu'il est là depuis plusieurs années, qu'il a systématiquement voté contre la prestation canadienne pour enfants, contre la nutrition scolaire, contre le plan de soins dentaires, contre l'aide ponctuelle, parfois permanente, que nous avons offert aux Canadiens justement pour combattre cet enjeu d'abordabilité qu'on reconnaît et qui existe. Monsieur le Président, pourquoi le député et ses collègues s'acharnent-ils à refuser toute aide proposée pour les Canadiens les plus vulnérables? Honorable député de Mégantic-L'Érable, Lotbinière. Monsieur le Président, si tout va bien,
pourquoi les banques alimentaires débordent de jeunes familles avec 2 salaires? Si tout va bien, pourquoi toutes ces mesures-là n'ont pas réglé le problème du coût de la vie au Canada? Si tout va bien, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement est obligé de payer pour chaque famille pour qu'il arrive à la fin du mois, Monsieur le Président? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. C'est pathétique de les voir applaudir toutes ces mesures-là, Monsieur le Président, quand on sait que les familles n'arrivent pas à payer, que les loyers sont plus chers, que l'essence est plus chère, presque 2 $ le litre à Thetford Mines. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à son arrogance et enfin reconnaître la vraie réalité des familles canadiennes? Okay. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les soins dentaires ne sont pas pathétiques. L'aide pour la nutrition scolaire, c'est loin d'être pathétique. La prestation canadienne pour enfants est loin d'être pathétique. C'est loin d'être pathétique. Offrir 7 semaines, 10 cents le litre de rabais par ce gouvernement pour l'essence et pour le diesel. Monsieur le Président, ce député refuse toute aide et ensuite nous accuse de ne rien faire. Pourquoi ce député, ses collègues, ne se lèvent pas s'insurgent pas contre leur chef pour réclamer la même aide que nous offrons? Honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Ce qui est pathétique, Monsieur le Président, c'est de voir le premier ministre libéral se lever et affirmer une chose qui est complètement contraire à la réalité. Le 25 mars dernier, le premier ministre a dit, je cite, « L'abordabilité n'a jamais été aussi bien dans la dernière décennie. » Monsieur le Président, où est le premier ministre lorsque depuis 10 ans, on sait que c'est pas vrai du tout ce qu'il a fait? En 10 ans, le prix du loyer a doublé. En 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour le prix des maisons? Eh bien, ça a augmenté de 67 %. En 10 ans, le nombre de gens qui vont aux banques alimentaires a doublé. Ça, ce sont les faits, Monsieur le Président. Pourquoi le premier ministre tient un propos complètement contraire à la réalité alors que les familles en arrachent? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. C'est pas en répétant une fausseté jour après jour à la période des questions que ça la rend vraie, Monsieur le Président. Ce premier ministre et ce gouvernement ont toujours reconnu les défis auxquels font face les Canadiens en matière d'abordabilité. C'est pourquoi la première chose qu'on a fait, c'est de baisser les impôts pour 22 millions de Canadiens, Monsieur le Président. C'est pourquoi l'une des premières choses qu'on a fait, Monsieur le Président, c'est d'éliminer la TPS sur les premiers acheteurs pour leur première maison. C'est pourquoi, Monsieur le Président, on a des programmes structurants comme l'allocation canadienne pour enfants, le régime canadien supplémentaire. Et je vois qu'il se lève pour me poser une autre question. J'aurai le plaisir de lui rappeler combien de monde s'aide dans son comté à ma deuxième réponse. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent, Kiawanrak. Et moi, c'est sans aucun plaisir que je dois lui dire qu'il y a 2 millions de Canadiens qui, à tous les mois, vont aux banques alimentaires, Monsieur le Président. Ce qui est un fait avéré. Pour le 4e mois consécutif, le Canada a la pire inflation alimentaire. Ce qui est vrai, Monsieur le Président, c'est que depuis 10 ans, le bœuf coûte 69 % plus cher, que depuis 10 ans, les légumes coûtent 57 % plus cher, que depuis 10 ans, le poulet coûte 43 % plus cher. Ce qui n'a pas de bon sens, Monsieur le Président, ce qui est complètement faux, c'est ce que le premier ministre a dit quand il a dit « L'abordabilité n'a jamais été aussi bien dans la dernière décennie ». Est-ce que le ministre est prêt à contredire son premier ministre qui a dit une fausseté? Bravo! L'honorable ministre. Ce qui est vrai, Monsieur le Président, c'est que ce député s'oppose au régime canadien de soins dentaires qui aide 20 545 citoyens dans son comté de Louis-Saint-Laurent-Kiawanrak. Ce qui est vrai, Monsieur le Président, c'est que ce député s'oppose au régime canadien, à l'allocation canadienne pour enfants qui envoie 73 millions à plus de 10 000 familles dans son comté, Monsieur le Président. Ce qui est vrai, Monsieur le Président, c'est qu'il s'oppose à l'allocation canadienne pour l'épicerie, précisément qui vient aider les Canadiens les plus vulnérables alors qu'ils font face à une hausse du coût de la vie avec jusqu'à 1 800 $ par famille, Monsieur le Président. Il devrait avoir honte, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, le 25 mars dernier, le premier ministre a dit aux Canadiens que le coût de la vie n'a jamais été aussi bon depuis les 10 dernières années. J'aimerais lui rappeler que depuis 2015, le prix moyen des maisons a augmenté de 51 %, que le prix... que le prix des aliments a augmenté de 42 %, le prix de l'essence a augmenté de 62 %. En plus, les données confirment que l'inflation alimentaire du Canada reste le plus élevé du pays des G7. Quand le premier ministre va-t-il arrêter de donner des leçons puis de livrer des résultats concrets? L'honorable ministre de l'Identité de la Culture canadienne. Les résultats concrets, Monsieur le Président, c'est d'avoir levé 1 million d'enfants de la pauvreté durant les 10 dernières années. C'est des preuves concrètes, Monsieur. L'honorable député de Waterloo. Monsieur le Président, à Waterloo,
Il y a des diplômés d'université qui proposent des solutions concrètes. La technologie de radiographie de pointe de cas imaging améliore la précision des diagnostics, crée des emplois qualifiés au niveau local et aide les cliniciens à prendre de meilleures décisions. Leur technologie de radiographie portable est utilisée dans les hôpitaux canadiens et ailleurs dans le monde, notamment au Kenya, au Nigeria et dans 12 marchés d'exportation. Le gouvernement peut-il nous expliquer comment nous soutenons des innovateurs comme ceux dont je viens de parler partout au Canada et dans le monde entier, qui améliore la vie de femmes et d'enfants? L'honorable secrétaire d'État pour le développement international. L'un des aspects particuliers de Waterloo, c'est le fait que la recherche débouche sur des solutions concrètes. Il y a la technologie de KA Imaging qui est très utile pour améliorer la précision des diagnostics, notamment, et répondre à des défis importants en matière de santé, qu'il s'agisse des soins offerts aux nouveau-nés et autres, et ce, dans des contextes difficiles. Nous voulons nous assurer que les innovateurs canadiens puissent continuer de transformer des idées novatrices en solutions concrètes. L'honorable député d'Aurora Oak Ridges. Il y a d'énormes défaillances dans les contrôles de sécurité. Par exemple, Ahmed Ndidi est entré au Canada avec un visa de visiteur, et ce, bien qu'il y ait une vidéo de propagande de l'État islamique datant de 2015 qui le montre participant à une attaque brutale semblable à une décapitation. Et ce n'est qu'un exemple qui montre que le processus de vérification comporte des lacunes qui ont permis à des agents du régime iranien d'entrer dans le pays. Va-t-on changer les choses, oui ou non? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, toute personne qui veut entrer au Canada fait l'objet d'une vérification complète de sécurité. Nos forces de l'ordre, que ce soit l'Agence des services frontaliers ou le SCRS, font une vérification complète avant que des documents ne soient délivrés. Et la SFC met à exécution des mesures d'expulsion lorsque nécessaire. De nombreuses personnes ont été expulsées et leur nombre est parmi les plus élevés au Canada ces dernières années. L'honorable député de Richmond Hill. Il y a des non-citoyens qui sont condamnés pour des crimes graves et qui bénéficient de réduction de peine pour échapper à l'expulsion. Un juge québécois a révélé cette vérité malgré les dénis de la ministre. Et si on commet un crime, on doit purger la peine. Ce sont les Canadiens qui en paient le prix, car des non-citoyens condamnés bénéficient de peines réduites en raison de leur statut d'immigrant. Alors, pourquoi l'ancien ministre a-t-il voté contre notre projet de loi visant à mettre fin à cette situation abusive? L'honorable ministre, les crimes graves doivent être assortis de peines graves. Et la jurisprudence au Canada fait en sorte que les juges ne peuvent pas imposer une peine qui n'est pas appropriée pour le crime commis. Nous voulons nous assurer que nous avons des peines sévères pour les délinquants violents et nous savons que nos tribunaux sont indépendants. Je suis fière de vivre dans un pays régi par la primauté du droit. L'honorable député, le système judiciaire à deux vitesses n'existe pas malgré les libéraux, mais bien à cause des libéraux. Un criminel non-citoyen reconnu coupable à 2 reprises d'avoir touché les parties intimes d'une jeune femme a échappé à une peine de prison et s'est vu infliger une peine à purger à résidence pour qu'il puisse éviter l'expulsion. Donc, il y a des failles dans le système. La justice devrait être aveugle. Combien de temps ce gouvernement libéral va-t-il défendre un système judiciaire à 2 vitesses fondé sur l'idéologie et quand va-t-il enfin se ranger du côté des Canadiens? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, il est complètement inapproprié de suggérer qu'un membre d'un autre parti se préoccupe plus des criminels que de la sécurité publique. Les conservateurs ont tenté de dire une telle chose auparavant et ils n'ont pas été élus au pouvoir. Nous prenons les crimes graves très au sérieux et les crimes graves vont être assortis de peines très sérieuses. Le député est un nouveau député, le sait peut-être pas qu'en 2013, la Cour suprême du Canada a rendu une décision sur le sujet et pourtant les conservateurs qui étaient au pouvoir n'ont pas réagi, n'ont rien fait. L'honorable député de Calgary-Nose Hill.
Eh bien, je suis ici depuis un certain temps. Il faudrait répéter ce que vient de dire le ministre à une victime d'un non-citoyen qui s'est introduit chez elle. Elle l'a volé, l'a violemment agressée. Et le juge a condamné ce criminel non-citoyen à une peine à purger à domicile afin qu'il puisse échapper à l'expulsion. Donc, le système d'immigration a été mis à mal. On a laissé entrer trop de personnes et nos salles d'urgence, par exemple, en paient le prix. Alors, pourquoi l'ancien ministre de l'Immigration a-t-il voté contre le projet de loi visant à mettre fin à cette pratique? L'honorable ministre, est-ce que on va contre le système si on prévoit des peines plus graves pour des peines plus graves? J'ai beaucoup de respect pour mes collègues, mais pendant la période où ma collègue a siégé comme députée, elle a siégé donc après l'arrêt rendu par la Cour suprême, et bien qu'elle siégeait au Conseil des ministres, elle n'a pas pris de mesures pour régler le problème à l'époque. Nous croyons que les criminels violents doivent se voir infliger des peines graves et nous allons proposer des projets de loi pour faire en sorte qu'il en soit ainsi. L'honorable député de Calgary-Nose-Hill. Il y a des femmes qui ont été agressées sexuellement au Canada par des non-citoyens et les non-citoyens se sont vus infliger des peines clémentes afin qu'ils puissent rester ici et éviter l'expulsion. Le ministre parle de ce que j'ai fait. Moi, j'ai déposé un projet de loi pour mettre fin à cette pratique et toutes les personnes qui se trouvent de l'autre côté de cette Chambre ont voté contre ce projet de loi. C'est inacceptable. Pourquoi? L'honorable ministre de la Justice. Il est inapproprié de remettre en question le comportement de tout membre de quelque parti que ce soit lorsqu'il s'agit de réagir à des crimes odieux. Nous avons proposé des peines. J'ai de la difficulté à entendre, dit le président. Je sais que c'est une question qui suscite beaucoup d'émotions. Alors, je demande au ministre de poursuivre. Monsieur le Président, veut-on remettre en question l'engagement de ce gouvernement en faveur de la lutte contre la violence fondée sur le sexe? Il suffit de regarder le projet de loi C-16 qui porte sur la question. Oui, il y a une annonce aujourd'hui de donner 50 millions de plus aux organisations qui luttent contre la violence fondée sur le sexe. Et je continue de recevoir des colibets alors que je parle de cette question. Moi, je vais me concentrer sur mon travail. L'honorable député de Brantford, Brant South, Six Nations. Le premier ministre a pris la parole en cette Chambre et a promis de tenir les récidivistes violents à l'écart de nos rues, mais il s'avère que ce n'était qu'un discours de plus et qu'il ne s'agissait que d'une illusion de plus. Les crimes violents ont augmenté de 55 % et les Canadiens voient des délinquants violents s'en tirer à bon compte grâce à des allègements de peine au lieu de subir des conséquences réelles. Il n'y a que des discours et pas de résultats. Combien d'autres discours crus faudra-t-il avant que ce gouvernement mette fin aux illusions et rende enfin une véritable justice aux victimes? L'honorable secrétaire d'État à la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, cette question est choquante. Nous avons proposé plus de projets de loi sur la justice et la sécurité publique qu'aucun autre gouvernement précédent. Et qu'ont fait les conservateurs? Ils ont créé des délais. Et il y a le projet de loi C-22, notamment sur l'accès légal. Bon, il a été adopté avec dissidence à cette étape et renvoyé au comité. J'espère que le comité donnera aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour attraper les criminels. L'honorable député de Brantford, Brant South. Encore une fois, ce sont des discours, mais il n'y a pas de résultat. Ils ont eu l'occasion de protéger les victimes et de rétablir la sécurité publique. Ils ont voté contre notre projet de loi sur la prison et pas la mise en liberté sous caution. Il y a encore des récidivistes violents qui sont libérés. Ce sont les Canadiens qui en paient le prix. Les libéraux continuent de recycler les mêmes problèmes vides, les mêmes illusions. Combien d'autres Canadiens devront en subir les conséquences avant que ce gouvernement cesse d'écouter les criminels ou enfin leur donner des réductions de peine plutôt? L'honorable secrétaire d'État, nous sommes le parti qui a proposé un projet de loi qui prévoit la prison plutôt que la mise en liberté sous caution
grâce à ce projet de loi, il est plus difficile d'obtenir la liberté sous caution. Je n'entends pas, dit le président. Veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Nous faisons le travail qui est nécessaire pour faire en sorte que les criminels demeurent derrière les barreaux et nous mettons en place des mesures préventives aussi. Nous avons annoncé notamment des mesures pour les victimes et nous voulons éviter que les enfants n'adhèrent à une vie de violence notamment. Donc, nous prenons des mesures pour assurer la sécurité au Canada. L'honorable député de Kamloops, Thompson-Nicolas. Monsieur le Président, au Canada, ceux qui purgent une peine de 2 ans et plus sont libérés après le 2 tiers de leur peine. Et comme ancien agent de libération conditionnelle, je sais qu'il est possible que les gens soient détenus pendant le dernier tiers de leur peine. Et il semble que ce n'est pas toujours le cas. Et un terroriste de l'État islamique qui était un recruteur a été libéré dans la communauté. Et avant que le ministère de la Sécurité publique ne parle de l'indépendance du service correctionnel, il devrait se demander si tout a été fait pour garder un terroriste dangereux de l'État islamique derrière les barreaux, oui ou non. L'honorable secrétaire parlementaire, les services correctionnels du Canada peuvent appliquer des conditions à quelque délinquant que ce soit, pourvu qu'il estime que ces conditions soient appropriées. Et des conditions appropriées seront imposées pour que les Canadiens soient en sécurité. L'honorable député de Nanaimo, Ladysmith. À Nanaimo, un jeune homme handicapé a été agressé par un gang. Et lui s'est retrouvé à l'hôpital et ses agresseurs ont été libérés sous caution. Et il y a le principe de retenue qui fait en sorte que l'agresseur doit être libéré le plus tôt possible et doit se voir imposer les conditions les moins restrictives possibles. Et la victime, maintenant, craint d'être agressée. Alors, quand les libéraux reconnaîtront-ils que leur politique laxiste en matière de criminalité ont des effets sur les victimes qui sont graves? L'honorable ministre, je veux dire que je prends acte du crime odieux qui a été commis et je reconnais qu'il s'agit d'un crime odieux. Nous avons proposé la réforme la plus exhaustive en matière de droit criminel. Il y a notamment le projet de loi C-14 qui fait en sorte que les récidivistes violents soient écartés de nos rues, qu'ils reçoivent des peines plus sévères. Il y a également le projet de loi C-16 qui est à l'étude en comité qui protège les victimes. Nous avons besoin de coopération. Monsieur le Président, aujourd'hui, à l'occasion du Jour de la Terre, nous soulignons la beauté du patrimoine naturel du Canada et la responsabilité que nous partageons de le protéger pour les générations futures. Pour concrétiser cet engagement, notre gouvernement a lancé une force de la nature, la stratégie du Canada pour protéger la nature, appuyée par un investissement de 3,8 milliards de dollars pour conserver notre riche biodiversité et protéger nos écosystèmes. La secrétaire d'État à la nature peut-elle informer les Canadiens de la façon dont cette stratégie produira des résultats concrets, aura des retombées positives pour les communautés et maintiendra le leadership du Canada en matière de conservation? Honorable secrétaire d'État à la nature. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue des Pays d'en haut pour sa question à ce jour de la Terre et je le remercie aussi pour tout le travail qu'il fait pour la nature dans les Pays d'en haut avec son collègue des Pays d'en bas. Partout au Canada, tous les Canadiens apprécient la nature. C'est le top 1 dans nos valeurs. Ça nous réunit, ça nous rassemble de tous les côtés de la Chambre et c'est pour ça que je suis très, très fière aujourd'hui de vous parler de la stratégie Une force de la nature. On va protéger mieux la nature, on va bâtir le Canada bien et en plus, on va s'assurer de lever le capital pour la nature. L'honorable député de Simcoe Nord. Le Mexique et les États-Unis mènent actuellement des discussions officielles et il semble qu'il y a des discussions supplémentaires qui sont prévues pour le mois de mai. Il semblerait donc, une fois de plus, comme ce fut le cas en 2019, que le Mexique
est beaucoup en avance en matière de négociation avec les États-Unis. Nous pouvons résoudre les différends et les points de friction à la table des négociations, mais encore faut-il être à la table. Alors, au nom des millions de Canadiens dont l'emploi dépend d'un accord commercial avec les États-Unis, quand les négociations vont-elles commencer? L'honorable ministre responsable de la relation Canada-États-Unis. Monsieur le Président, notre collègue sait très bien que nous discutons avec les Américains d'une série de questions, y compris les droits de douane injustes et injustifiés qui causent beaucoup de dommages à l'économie des États-Unis et qui nuisent aux travailleurs canadiens. Contrairement aux conservateurs, nous sommes prêts à appuyer les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes alors que nous maintenons une position ferme par rapport aux États-Unis. Nous ne sommes pas prêts à signer une entente qui ne serait pas dans l'intérêt du Canada. L'honorable député de Prince George, Peace River, Northern Rockies. Le premier ministre a promis qu'il négocierait un gain dans la relation commerciale avec les États-Unis, mais il semble avoir jeté la serviette. Les droits de douane sur le bois d'œuvre ont été multipliés par 3 et il y a des milliers d'emplois dans le secteur de la forêt qui ont été perdus et de nombreuses scieries qui ont fermé. Combien de travailleurs de la forêt de la Colombie-Britannique devront perdre leur emploi avant que vous ne teniez votre promesse de négocier un gain? L'honorable ministre, nous avons annoncé 2,5 milliards de dollars en mesures de soutien pour le secteur de la forêt notamment. Et il y a eu un groupe de travail de l'industrie qui a été mis sur pied. Et ces fonds seront utilisés pour aider les 300 communautés qui dépensent de la forêt. L'honorable député de Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake. 2,6 millions de Canadiens dépendent du commerce avec les États-Unis pour leur emploi. Et la région du Niagara compte 641 exportateurs dont l'activité a généré 6 milliards de dollars d'exportation vers les États-Unis. Le commerce avec les États-Unis n'est pas une faiblesse, comme le laisse entendre le premier ministre, c'est plutôt notre réalité. Le Mexique et les États-Unis discutent actuellement de leurs relations commerciales. Pendant ce temps, le Canada n'a pas eu de discussion sérieuse avec son plus grand partenaire commercial depuis 5 mois. Pourquoi le gouvernement se traîne-t-il les pieds? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle. Monsieur le Président, nous menons des négociations sérieuses avec les États-Unis parce que nous sommes en guerre commerciale. Et lors d'une guerre commerciale, il faut faire le travail sérieux d'appuyer les entreprises canadiennes. Ontario, notamment, nous avons investi dans les entreprises canadiennes dont un grand nombre se trouvent dans des circonscriptions conservatrices à Stratford, notamment à Collingwood. Et donc, il faudrait écouter ce que ces entrepreneurs ont à dire car ils appuient nos efforts en vue de bâtir un pont vers l'avenir. L'honorable député d'Acadie-Annapolis. Monsieur le Président, appuyer les militaires afin de réarmer nos forces canadiennes, c'est une priorité pour notre gouvernement. Ma circonscription abrite la base des forces canadiennes de Greenwood, la plus grande base aérienne de la côte Est. Et donc, il est question de construire plus de logements, notamment pour les militaires. Alors que nous renforçons nos forces armées canadiennes, le ministre peut-il nous dire ce que fait notre gouvernement pour soutenir les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles dans tout le Canada? L'honorable ministre de la Défense. Je remercie mon collègue d'Acadie-Annapolis pour sa question et pour son engagement en faveur des gens courageux de la base des Forces canadiennes de Greenwood. Nos militaires accomplissent un travail important et incroyable et il nous faut davantage de militaires. C'est pourquoi nous réinvestissons dans notre personnel. Nous voulons leur trouver les logements, l'équipement, les outils dont ils ont besoin notamment. Et notre recrutement vient d'atteindre son plus haut niveau depuis 30 ans. Ce n'est qu'un début. L'honorable député de Brampton-Ouest. Monsieur le Président, les gens de ma circonscription vivent dans la peur. L'extorsion et le crime organisé ciblent les petites entreprises.
Il y a eu de nombreux incendies, notamment des incendies criminels dans ma circonscription. Ce n'est pas un cas isolé. Ma communauté est terrifiée. Il y a une tendance croissante à la violence et à l'intimidation. Quand les libéraux adopteront-ils le plan conservateur visant à démanteler ces réseaux criminels et à protéger nos communautés? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, il est temps que les conservateurs se réveillent. Le deuxième projet de loi que nous avons proposé, c'était C2 qui comprenait l'accès légal. Et après de nombreux mois de délai conservateur, nous avons dû présenter à nouveau ce projet de loi sous le titre C22 et il y a des policiers qui sont venus sur la colline parlementaire cette semaine et nous ont félicités pour le travail que nous faisons en matière d'accès légal car c'est ce qui permettra de résoudre les affaires d'extorsion. L'honorable député d'Edmonton-Strathcona. Monsieur le Président, 130 étudiants de Gaza attendent depuis 2 ans de pouvoir suivre leurs études dans 26 universités canadiennes, dont l'Université de l'Alberta. Et ce sont des étudiants brillants de 3e cycle qui ont survécu à un génocide, ont perdu des membres de leur famille et tentent d'entrer dans des universités pour poursuivre leurs études, et ce, bien que les forces israéliennes aient détruit toutes les universités de Gaza. La France, le Royaume-Uni et l'Italie notamment ont fait sortir des étudiants de Gaza, mais le Canada refuse d'accélérer le processus et c'est une honte. L'honorable ministre de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation à Gaza. Quiconque souhaite venir au Canada, y compris des étudiants internationaux, doivent répondre à nos exigences en matière de visa. Nous comprenons que cela pose des défis, mais c'est nécessaire. Le ministère va continuer à traiter les demandes de permis d'études pour les gens de Gaza et nos centres de visa de la région offrent un processus accéléré lorsque c'est possible. Nous continuons de faire tout en notre possible pour les étudiants de Gaza. Ça termine la période des questions.